Hello Aude, comment ça va? Mais bien, salut Julien, comment vas-tu? Eh bien écoute, très bien, je suis content de t'interviewer. On commence une aventure de 48 épisodes ensemble. Là, c'est le tout Mhm. premier. Et on va découvrir tout ton univers au fil de ces épisodes, également tes pratiques, ce que tu as envie de transmettre, comment tu accompagnes. Et puis ton univers est riche, donc vous allez voir, on va partir dans différentes directions. Mais le but, c'est d'amener les personnes qui vont te suivre tout au long de cette aventure, qui vont te découvrir au fur et à mesure, dans un ordre logique ou pas du tout, de voir ton apport dans ce monde, comment tu es au service de ce monde et quel est ton parcours aussi autour de la spiritualité, autour de énormément de choses émotionnelles, autour de tes voyages que tu as fait en Asie, autour de tes réflexions, de ton parcours d'anthropologue, autour de la médiumnité, autour du brain spotting. Il y a un univers incroyable et très riche. Et on va commencer très naturellement dans ce premier épisode avec une question et un premier élément que tu m'avais partagé et qui, je pense, peut être une bonne porte d'entrée. C'est tu nous parles d'hypersensibilité, de quête précoce et de réflexion existentielle très jeune, autour de tes 12-14 ans. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que ça serait là un peu la porte vers ta spiritualité aujourd'hui et tout ce que ça t'a amené à faire dans ta vie? Oui, c'est vrai, je pense que ça a été une époque, une période pivot pour moi. Je pense qu'il y avait aussi quelque chose qui s'est joué dans le transgénérationnel, dans ce que j'ai, dans l'héritage, hein, comme on en a tous. Euh, bon, sans rentrer dans trop de détails, parce que comme tu sais, je peux vite partir en arborescence. Oui, à 12 ans, j'ai vraiment le souvenir très net de m'être dite, malheureusement, dans mon environnement, il n'y a pas les réponses vitales dont j'ai besoin pour mes besoins psycho-affectifs, on va dire, et ma quête de sens. Il y avait déjà une quête de sens inconsciente, en fait, hein, pour laquelle mon âme était déjà en mouvement, en recherche. Et comme il y avait trop de carences, il y avait trop de manques pour moi, hein, par rapport à ce que je cherchais, par rapport à mes aspirations profondes, il y avait aussi, malheureusement, j'avais aussi beaucoup un sentiment d'étouffement, hein, d'être un petit peu comme si mon âme étouffait, ne pouvait pas s'expanser, voilà, et se développer comme elle avait besoin. Et il y avait ce conflit-là, voilà, entre mon environnement qui me maintenait dans quelque chose de très petit et ce besoin très très fort d'embrasser le monde, de découvrir les cultures, d'ouvrir mon esprit, ma conscience, de poser 1000 questions. Et il y avait aussi vraiment cette forte recherche justement pour répondre à la souffrance, hein, de non seulement de l'existence de la mienne, hein, parce que à cette époque-là a déjà commencé pour moi une longue trajectoire de dépression chronique, hein, qui pour moi a une fonction de se mettre à jour en fin de compte. Mais il y avait aussi cette prise de conscience que, eh bien, ma famille spirituelle, j'allais la trouver en dehors de ma propre famille biologique, parce que je trouvais malheureusement pas en fait les ressources justement psycho-affectif dans mon entourage direct. Il y avait personne, j'étais vraiment l'alien dans cette famille. Il y avait un décalage de conscience qui était vraiment important. Et vraiment, je parle pas du tout hein, en termes de hiérarchie, de tout ça, on s'en fout. Moi, je parle vraiment juste de décalage et de sensation qu'on est juste comme le vilain petit canard ou voilà, on est juste comme un pavé dans la mare et en fait, on voit bien que les autres savent pas quoi faire de nous. Et nous-mêmes, du coup, on sait pas quoi faire non plus dans cet environnement. On sait pas quoi faire pour faire vraiment bien. Donc, comme beaucoup d'hypersensibles, ça commence avec aussi des réflexes d'adaptation, de suradaptation, hein, de devenir un peu des radars vivants, des scanners de notre entourage pour pouvoir comprendre mais comment fonctionnent les autres, parce qu'il y a clairement aussi avec la haute sensibilité un système de valeurs aussi souvent qui va avec un regard aussi tourné vers la souffrance des autres, donc souvent aussi le développement d'une hyper-empathie, hein, chez un certain nombre d'hypersensibles, pas chez tous.
et toutes sortes de réflexes, dont peut-être la surresponsabilité aussi, hein, le fait de vouloir prendre en charge en fait le bien-être des autres, être un enfant thérapeute, faire la régulation émotionnelle, le tampon pour ses parents, ou pour ses frères et sœurs, ou à chaque fois il y a peut-être un conflit autour, etc. Voilà. Donc oui, je pense que j'avais vraiment une hypersensibilité avec des liens familiaux qui, bien sûr, qui avaient rien d'intentionnel, hein, mais simplement, je pense que c'est ce que vivent énormément de personnes hypersensibles, c'est qu'elles naissent dans des familles où il y a souvent ce décalage important. Et quand il n'y a pas vraiment une personne sur qui on peut se raccrocher, comme dit Boris Cyrulnik, un tuteur de résilience, quelqu'un sur qui on peut se reposer comme son guide, comme son mentor, ou même un enseignant à l'école peut-être qui nous repère, qui voit notre peut-être une capacité particulière en nous, qui la reconnaît, qui nous valorise et qui nous permet en fait de faire quelque chose, voilà. Donc en termes d'image de soi, parce que l'hypersensibilité, ça va aussi avec souvent une estime de soi qui est très atteinte. Et on n'est pas les seuls, hein. Il y en a plein d'autres à qui ça arrive, hein, on est d'accord. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a aussi très souvent ce qu'on appelle le trauma complexe, hein, qui se joue, parce que c'est vrai que dans la haute sensibilité vient aussi avec ça peut-être une plus grande vulnérabilité, parce que autant les choses dramatiques ou les blessures, les épisodes douloureux peuvent être ressentis de façon beaucoup plus intense, mais aussi dans les deux sens, hein, les joies, et on peut aussi vivre beaucoup plus intensément les petites choses du quotidien. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Donc oui, très tôt déjà, un environnement avec ce décalage qui a déjà forgé ma soif, je pense, d'aller embrasser des horizons très lointains et d'aller trouver des réponses à la souffrance qui soit dans autre chose que mon environnement de naissance qui était protestant, assez conservateur et pour moi beaucoup trop limité, qui m'a jamais apporté les réponses et la sagesse en fait qui sonnait pour moi comme une vérité, vraiment. En tout cas, ça ne m'a pas été enseigné dans ce sens-là. Voilà. Et donc, il y avait une connexion à la spiritualité dans ta famille? Il y avait ton père ou ta mère qui était protestante? Oui, les deux. En réalité, c'est intéressant parce qu'il y avait. Je suis issue d'une maman qui était réfugiée de Tchécoslovaquie, du printemps de Prague. Donc, elle a dû fuir avec toute sa famille adoptive, le pays. Comme c'était toute la diaspora tchèque à l'époque en 68. Et jusqu'à aujourd'hui, la République tchèque, Tchéquie, est un pays, un des plus athées au monde, hein. C'est vraiment parce que c'était aussi un des berceaux de la révolte, la révolution hussite protestante. Mais comme il y a eu un gros épisode communiste, donc ça a vraiment balayé tous ces repères, on va dire traditionnels en fait, hein, religieux, spirituels, etc. Donc j'avais une partie de ma famille du côté justement de ma grand-mère tchèque qui était complètement athée, hein, qui a connu les totalitarismes, hein, le nazisme, le communisme, etc. De l'autre côté, du côté de mon père, j'avais vraiment l'opposé polaire. J'avais plutôt une partie de la famille qui était chez les pentecôtistes. Hein, donc une des minorités dans l'Église réformée protestante, avec des communautés plus ou moins radicales quand même. Hein. Des fois, ça rigole vraiment pas. Et mon père, il a grandi dans une de ces communautés qui était quand même assez radicale et qui l'a beaucoup affecté. Hein. Ouais. Et j'avais du coup ma grand-mère paternelle qui avait une foi extrêmement solide
tellement solide. Et elle était chou, hein. Elle essayait sans arrêt de me convertir, de me convaincre de ces convictions que je trouvais belles en fait. Et elle m'a raconté combien de fois elle s'est soignée elle-même grâce à ses pensées, à la prière, à sa dévotion, qu'elle a pu éviter des chirurgies, qu'elle s'est guérie d'un cancer généralisé. En fait, c'est vrai qu'elle a pu stopper, elle pense, hein, à travers ses prières, la progression d'un cancer généralisé à passer 80 ans. Et donc voilà, d'un côté, j'avais cet environnement de croyance qui était axé sur la foi presque totale, hein, et puis les miracles, on pourrait dire. Et de l'autre côté, ce côté absolument athée qui refuse en fait, hein, l'idée d'une intelligence suprême, parce que qui pourrait provoquer ça. Comment on pourrait laisser faire ça? Bien sûr que ça a aussi sa logique. Donc c'est intéressant parce que tu es soit dans une côté de ta famille qui rejette vraiment la foi, le divin, le plus grand, parce qu'effectivement associé à quelque chose de contraignant, de violent, de totalitaire, comme ça a été aussi connu dans leur passé. Et puis d'un autre côté, une foi, mais presque trop envahissante et étouffante et peut-être rigide et contraignante pour toi. Donc tu te retrouves un peu, où est-ce que je vais? J'ai des souffrances et je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Et j'aimais bien cette idée de tuteur de résilience. À défaut d'avoir une personne réelle, est-ce que ta propre foi et cette quête vers cette propre foi qui te correspond va servir en tout cas de tuteur de résilience pour toi sur ton chemin à cet âge-là? Quand j'étais très jeune, parce que on m'a inculqué cette foi chrétienne, j'ai essayé d'y croire, je crois. Tu sais, comme un enfant qui apprend, l'enfant apprend toujours par imitation, hein. Monkey see, monkey do, hein, c'est ce qu'on fait, comme on dit. Mais en réalité, j'ai reçu des coups durs dans une éducation avec voilà des besoins qui n'étaient pas suffisamment remplis, hein. Avec voilà des parents qui travaillaient énormément, qui n'étaient que très très peu disponibles pour on va dire pour les besoins vraiment on va dire psychologiques, hein. Ce côté-là était pas mal négligé. C'était cette génération aussi, hein. Évidemment, il y avait pas beaucoup d'outils, hein. Et voilà, c'était la survie en fait. C'était vraiment tout axé sur la survie. Donc voilà, c'était très courant. Mais c'est vrai que à cause de cette dureté-là, je ne trouvais pas de réponse à mes prières, à tout ce qu'on m'avait appris. Quand je le mettais en pratique, et ben pour moi ça marchait pas. Donc déjà là, j'étais très frustrée. Et comme je suis un signe de terre, j'ai cru comprendre que c'est très pragmatique, hein. La Vierge, elle a besoin de choses concrètes pour avancer, de réponses, de tangibles. Donc j'ai compris que non, en fait, il fallait que j'aille trouver mes réponses ailleurs. Parce que pour moi, ce Dieu dont on parlait dans la Bible, ça non. Moi, je m'adressais à lui, mais je ne trouvais pas. Et je n'avais pas de guide pour m'expliquer comment dialoguer avec lui et comment interpréter les silences, comment interpréter ce qui n'arrive pas. Voilà. Et à 12 ans, oui, c'est vrai que 12-13 ans, j'ai commencé à avoir des épisodes de dépression majeure parce que je me retrouvais pas dans cet environnement avec un décalage profond. Et du coup, j'ai décidé d'aller vraiment chercher des alliés et de rencontrer, je sais pas comment, mais j'avais déjà cette conscience d'avoir une famille spirituelle en potentialité à l'extérieur. Si elle pouvait pas être près de moi, donc c'est que forcément elle devait exister à l'extérieur. C'est fou à cet âge-là d'avoir cette intuition, cet élan intérieur et puis d'avancer. Mais d'ailleurs, d'avancer où? Quels ont été tes pas? Qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as cherché cette famille spirituelle? Je pense que la première chose que j'ai commencé à faire, c'était me plonger dans des livres. Donc j'étais très attirée par, depuis toujours, autant que je me souvienne, c'était l'Asie. C'est comme si j'avais des mémoires liées à des imprégnations, voire des nostalgies, presque. Je pourrais même dire qu'il y avait de la nostalgie quand je voyais les paysages du sud-est asiatique typiquement ou de l'Himalaya.
il y avait vraiment quelque chose comme si j'avais déjà passé par là-bas. Il y avait vraiment cet attrait aussi pour les anciennes traditions comme le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme un peu plus tard. Mais j'avais commencé déjà, je pense en 12 et 14 ans, à aller chercher des réponses à travers la pratique de la calligraphie chinoise typiquement, ou les lectures sur le bouddhisme, la rencontre avec Zhuangzi, Lao Tzu, chez les taoïstes. Et j'ai commencé à déjà pouvoir obtenir beaucoup plus de réponses intéressantes. Déjà rien qu'en me plongeant dans ces ouvrages-là. Et puis c'est plus tard, quand j'étais jeune adulte, entre 18 et 20 ans, que j'ai pu vraiment commencer à rencontrer ces spiritualités vivantes, notamment à travers les centres tibétains en Suisse. Comme on a beaucoup de réfugiés tibétains, il y a ces centres bouddhistes. J'avais commencé, je me rappelle, à méditer dans un centre Nyingmapa, voilà. Puis après, à une vingtaine d'années, je suis partie sac à dos avec mon copain. On est parti à travers l'Asie pendant 8 mois, sac à dos, à explorer les temples, les monastères et les peuples en Asie. C'est génial, c'est très y a une maturité vraiment jeune et une envie de spiritualité jeune et de se mettre en mouvement aussi parce que ça peut faire peur. Et quelles ont été les réponses que tu as commencé à découvrir? Tu parlais de ça même avant de partir en sac à dos à 20 ans. C'est quoi les premiers éléments qui ont commencé à faire sens dans ton monde? Déjà, la première chose, je pense, qui m'a beaucoup marquée, c'est cette vision du monde, de la vie qui est cyclique. Parce que dans la tradition judéo-chrétienne, en tout cas telle que moi je l'ai reçue dans mon catéchisme et tout ça, c'est vraiment cette vision linéaire. Genre, tu nais, tu apprends, tu vas à l'école, tu fais ce qu'on te dit, t'apprends un métier, ouais, c'est jusqu'à la mort. Et moi, j'ai trouvé ça absolument insoutenable d'imaginer une vie comme ça. Il y avait rien de tout ça qui faisait sens pour moi. Et mes premières sensations, quand on est dans les systèmes de pensée orientale, on se rend compte très vite que tout est cyclique. On a affaire à comme la représentation du temps, par exemple, dans les Védas ou dans les textes hindous. Il y a vraiment cette idée du cycle qui recommence, depuis l'âge d'or jusqu'au Kali Yuga, dans lequel on serait maintenant. L'âge de la grande décadence et l'âge noir en fait. Voilà, avant que puisse redémarrer un cycle avec de nouveau la vertu, quoi. Et avec des nouvelles valeurs qui réémergent. Donc moi j'ai toujours eu cette conviction en fait, et j'ai commencé à trouver ça dans ces lectures, voilà. Et aussi les taoïstes qui prennent vraiment modèle sur la nature. Il y a aussi cette dimension des cycles, voilà, les parcours. Toi, tu es aussi astrologue, n'est-ce pas? Donc alors non, moi je suis pas astrologue, ma compagne Eugénie est astrologue. Moi je suis au service de poser des questions et de commencer à comprendre, mais c'est pas mon outil de prédilection pour analyser le monde. Mais Eugénie est très très douée pour ça. Par contre, je commence à avoir de la clarté là-dessus quand tu me dis vierge et compagnie. Effectivement, j'adore parce qu'il y a un langage archétypal autour de l'astrologie qui est très intéressant, et de l'histoire aussi qu'on relie aux Grecs, aux Romains. Enfin, j'adore cet aspect-là, mais ça sera pas moi le mieux placé pour en parler. Mais du coup, on voit bien cette idée de cycle, les elliptiques, tous ces mouvements planétaires, on voit ça dans les saisons. Enfin, je veux dire, toute la nature nous montre, en fait, que la régénération cellulaire, je veux dire, à un niveau micro comme macro, on voit que tout est cycle dans l'univers. Je veux dire, le cycle de la femme, je veux dire, tant de choses sont cycliques. Et donc pour moi ça, voilà, ça déjà j'avais des tas de choses qui, donc avec l'Orient, c'est vrai qu'il y a cette perspective aussi en termes de samsara, chez les bouddhistes, du cycle des renaissances, qui est aussi, qui m'a beaucoup interpellée parce que j'avais justement cette conscience de comme avoir eu d'autres mémoires, d'autres vies, d'autres connexions en tout cas, qui m'ont été confirmées dans mes voyages.
d'arriver à un monastère, je me rappelle, dans le sud du Tibet, l'ancien Tibet historique, mais qui aujourd'hui appartient à la province du nord du Yunnan, en Chine, près de Zhejiang. Et là, il y avait un monastère, je me rappelle, quand j'étais dans cet endroit, c'était comme si je rentrais à la maison. Mais pas moi, une partie de moi. Donc il y avait une sorte de tristesse nostalgique de voir cet endroit en fait. Voilà, des impressions comme ça, des connexions très fortes avec certains peuples comme les Tibétains. Les Tibétains ont toujours joué un rôle important dans ma vie. J'ai beaucoup aussi essayé de soutenir les Tibétains comme je le pouvais. La Birmanie aussi. J'ai eu aussi toujours une connexion particulière avec les Birmans. Je me suis aussi beaucoup impliquée pour ce pays, pour soutenir leur démocratie, etc. Depuis Genève. Voilà, c'est compliqué, mais voilà, il y a ces connexions avec tant des endroits que des peuples. Et comment t'as avancé après avoir fait ton tour de l'Asie et puis ces espaces où tu reconnais qu'il y a des parts de toi qui y sont déjà allées, des vies antérieures, une explication plus ou moins rationnelle, mais il y a quelque chose qui se reconnaît en toi. T'avances comment ensuite dans ton chemin et dans ton parcours? Le chemin était vraiment multidimensionnel, tant dans des mouvements parallèles que, on va dire, arborescents. À un moment donné, j'avais aussi cette quête intérieure pour me libérer, parce que j'avais beaucoup de chaînes, de conditionnements, d'adaptation depuis mon enfance, avec des traumas qu'on dit complexes, et qui font que j'avais vraiment beaucoup, des grosses casseroles, on va dire, à libérer, vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que c'est un chemin de vie, c'est pas quelque chose qui s'arrête forcément un jour. Ça, j'y crois pas tellement. Mais bon, voilà, on a tous des cursus différents. Donc, ce qui s'est passé pour moi, je me rappelle, c'est qu'à un moment donné, j'étais près du Dalai Lama, j'étais à Dharamsala, en Inde. Et Dharamsala, je me rappelle que c'était une terre qui vibrait très fort. Je voyais tous les jours des gens avoir des crises profondes. J'entendais des couples qui s'engueulaient dans la rue, alors que tu te dis, Dharamsala, je veux dire, c'est un monastère vivant. c'est où est le Dalai Lama, toute la communauté tibétaine en exil. Bien sûr, il y a aussi toute la population indienne. Mais tu te dis, c'est un lieu sacré. Donc, mais je voyais qu'il y avait, c'était très comme électrique, tu sais, comme s'il y avait des tas de fusibles qui pétaient. Et je pense qu'il y a vraiment certaines terres qui font ça et qui permettent comme d'accélérer des mouvements d'évolution. Alors moi je te parle en tant qu'hypersensible, c'est mon ressenti subjectif bien sûr, mais j'avais vraiment le sentiment que ça s'est passé pour moi aussi. Et je me rappelle que j'ai pris la décision là-bas de reprendre des études en sinologie et en histoire des religions, parce que j'avais tellement besoin de rester connectée à l'Orient. Donc la Chine était en pleine émergence, donc à l'époque c'était en tout cas on nous disait qu'il y aurait des chouettes opportunités. Donc je me suis dit je peux allier le pratique, le professionnel avec vraiment la dimension plus la sagesse antique chinoise, ancestrale, et c'est ça qui m'attirait beaucoup. T'avais quel âge à ce moment-là? Excuse-moi. J'avais 21 ans. Ok, donc c'est dans le cheminement après ton voyage et ton tour de 8 mois, quoi. C'était même pendant le voyage, ouais. Okay. Et avant ça, j'avais fait un parcours en psychologie, mais j'avais été très déçue par... alors, encore une fois, j'avais aussi mes casseroles que je portais, ça c'est sûr. J'avais encore beaucoup d'inhibition, mais je me rappelle aussi que j'étais vraiment déçue du côté très un peu réducteur de la manière dont on nous enseignait la psychologie dans des cases très rigides, trop segmentées, même pathologisantes, je trouvais, où on pas assez intégrative du tout, et avec aussi une vision qui manquait vraiment de la dimension psycho-spirituelle, qui pour moi ne sont pas des choses qui devraient être séparées, mais qui sont complètement séparées de la manière dont c'est enseigné. Donc là aussi, j'étais frustrée parce que je trouvais pas les réponses
complète que en fait dont j'avais vraiment besoin, qui sonnait pour moi comme la vérité. Je trouvais pas cette vérité. Je voyais comment on faisait en statistique. Je me rappelle, on faisait ces tests, tu sais, de psychologie. On apprenait à construire ces tests, et je voyais à quel point tout était tellement biaisé. Si un humain biaise avec ses propres biais cognitifs, va biaiser un test pour ensuite faire rentrer d'autres personnes dans ces moules de tests, ça ne faisait aucun sens pour moi. C'était beaucoup trop réducteur. Enfin voilà, donc du coup c'est suite à ça, bon, j'avais aussi beaucoup de soucis financiers un peu tout au long de ma vie, qui ont fait que voilà, j'ai aussi choisi d'aller dans des études qui me passionnaient, parce que je me suis dit, quitte à galérer, autant galérer en faisant ce que j'aime, en m'octroyant de faire des études qui me passionnent, voilà, et en faisant mes multiples jobs en fait à côté. Voilà. Et donc avec la sinologie, donc l'étude du chinois et de la civilisation chinoise, voilà, de l'histoire des religions aussi, donc l'approche comparée, l'anthropologie des religions. Ensuite, je me suis aussi spécialisée en anthropologie à Taïwan même. J'ai passé 5 ans à faire toutes mes recherches, mon travail de terrain, à évoluer dans les milieux spirituels contemporains, en tant comme pour continuer ma quête personnelle, mais aussi comme chercheuse, en fait, au final, comme étudiante chercheuse qui recueillait ces données ethnographiques. Donc, je suis allée faire des recherches avec des indigènes à Taïwan. Donc, vraiment une population minoritaire qui était là bien avant que les Chinois Han arrivent sur l'île. Donc, c'est la famille austronésienne, en fait, qui est répandue à travers tout le Pacifique. Et à Taïwan, il y a encore 3% de la population parce bien sûr qu'ils ont été colonisés, disséminés un peu comme partout, mais il reste 3% avec une quinzaine de groupes ethniques différents. Et moi, j'ai suivi le cas d'une femme thérapeute qui descendait d'une lignée de femmes chamanes qu'on appelait les Sikawasai dans son groupe ethnique à elle, les Amis. Et c'était vraiment intéressant d'observer comment elle mélangeait ces dimensions de traditions anciennes comme le taoïsme, le bouddhisme, avec des éléments du New Age et encore d'autres, issus de sa propre tradition ancestrale à elle. Est-ce que c'est justement avec ce parcours et le mélange entre la psychologie, la spiritualité, ces espaces intérieurs de toi qui évoluent, qui grandissent, que ça t'a donné au fur et à mesure envie toi-même d'accompagner et d'être un peu comme cette femme chamane, mais de ta manière, avec les compétences orientales et occidentales, tu vois, de faire le lien, et comme tu parlais de cycle, de revenir finalement à la maison, mais enrichi comme le parcours du héros et de l'héroïne, revenir vraiment enrichi, tu vois, de ce savoir et de l'apporter à la maison, quoi. Oui, totalement. Je pense que je me décrirais comme une enfant thérapeute, parce que j'ai absorbé beaucoup de choses dans mon enfance qui m'appartenaient. Voilà, je me sentais une responsabilité, voilà, qui est pas forcément celle d'un enfant, de porter déjà l'entourage, on va dire. Une responsabilité morale aussi. Et comme je disais, voilà, beaucoup de jeunes enfants hypersensibles. Déjà, tous les enfants ont tendance à faire ça, à se sentir responsables des crises de leurs parents, des disputes, etc. Ça, c'est quelque chose que tous les enfants font. C'est en lien avec aussi nos programmes de survie. Mais c'est vrai que dans le cas avec l'hypersensibilité, c'est encore, je dirais, accentué. Toute ma vie durant, j'ai toujours eu la conviction que je devais être là pour aider, tout simplement. Pour moi, il y avait vraiment
il y avait vraiment l'idée du service aux autres. Ça a vraiment été de me rendre utile. Ça a vraiment quelque chose qui a toujours été présent. Je dirais qu'il y a plusieurs couches. Il y a une couche qui appartient à l'âme. Il y a une couche, pour moi, dans ma vision, qui est aussi une forme d'adaptation, de conditionnement lié au milieu dans lequel on grandit. Typiquement, quand on n'a pas forcément de miroir pour ses besoins profonds, on se suradapte et là, on tend déjà à développer aussi certaines stratégies de survie, d'adaptation, qui nous permettent de tenir le coup. Pour moi, c'était beaucoup désapprendre le fait de vouloir aider, dans le sens d'apprendre vraiment le chemin, de quitter le fait d'assister pour aider véritablement. Si on se réfère au triangle de Karpman, l'idée de sortir de ce rôle de sauveur, qui a envie de sauver le monde, pour s'occuper d'abord de soi, de son propre sauvetage, son propre salut, et devenir un aidant. Voilà, mais pas quelqu'un qui assiste. Voilà, deux choses qui sont vraiment différentes. C'est parfait parce que ça nous permet de terminer ce premier épisode et d'ouvrir le deuxième épisode qui arrivera juste après, pour nous en l'enregistrement, mais pour vous une semaine plus tard, avec l'idée de comment aujourd'hui tu es au service aux autres, comment tu es utile, mais sans être enfermé dans le triangle bourreau, victime, sauveur, effectivement, et comment tu es au service au mieux. Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, en fait, tu es un peu été en quête de guérison suite à ta souffrance que tu ressentais de ton enfance et surtout qui s'est révélée à tes 12 ans et qui t'a mis en chemin. Et aujourd'hui, tu sens que tu as fait une grande boucle et que tu accompagnes justement d'une manière où tu es enrichi de ce que tu es venu chercher à guérir chez toi. Est-ce que tu sens que tu es passé de l'autre côté, d'avoir guéri quelque chose en toi pour aujourd'hui pouvoir pleinement être disponible comme une praticienne, une thérapeute au service des autres? Oui, je pense que, comme tu dis, c'est exactement ce que tu dis, c'est un cycle, et je dirais que c'est même des cycles. Parce que je crois pas qu'on finit un cycle un jour. Je crois que ce sont des cycles, et on continue d'avancer comme ça en cycle tout au long de sa vie, avec des creux et puis des hauts. Voilà. Je crois, pour moi, la réalité, c'est plus comme ça. Tu sais, ça me rappelle l'image, tu vois, ce petit schéma qui dit, moi j'étais là, mon but c'était là, et puis la projection c'est la ligne droite, et puis la réalité c'est en réalité. Exactement. C'est tous les crocodiles et puis les précipices que tu traverses en fait, pour peut-être un jour y arriver, quoi. Ouais. Exactement. Donc oui, tout à fait. Il y a eu ce chemin bien sûr de réparation intérieure qui, je pense, est l'œuvre d'une vie, le fait de toujours davantage apprendre à se déconditionner. Dieu sait que ça prend beaucoup de temps. Je pense pas que, même arrivé à un âge très avancé, on y arrive complètement. Je ne pense pas. En tout cas, ou peut-être certains êtres très très éveillés, très très libérés y arrivent. Moi, je pense que j'ai encore bien sûr beaucoup de chemin à faire. Je pense que j'en ai fait un certain bout déjà aussi. Et en effet, je pense qu'il y a eu beaucoup qui s'est fait dans accepter vraiment ce fonctionnement atypique, qui aujourd'hui est beaucoup catalogué dans les neurodivergences, les hauts potentiels, les HPI, l'hypersensibilité SPS dans le jargon psychologique, les HSP, Highly Sensitive People en anglais, etc. On a toutes sortes maintenant de catégories aussi conjointes à l'hypersensibilité. Donc oui, une longue partie du chemin a été d'accepter tout ça et tout ce qui allait avec l'hypersensibilité, dont par exemple certaines extrasensorialités. Typiquement aujourd'hui, on commence à pouvoir parler de médiumnité. C'était impossible d'en parler il y a encore 20 ans. Alors je me déclare pas médium moi-même, je suis juste convaincue qu'on a tous les capacités qu'on peut développer,
que j'apprends à développer moi-même aussi progressivement avec une amie et enseignante qui m'est chère. Mais aussi, il y avait déjà, comme beaucoup d'hypersensibles, et que j'ai beaucoup chez mes clients aussi, ces contacts avec ce que j'appelle le monde invisible, qui est présent depuis déjà un très jeune âge. Et de pouvoir aujourd'hui aussi se réapproprier du fait qu'on a popularisé, on commence enfin à démystifier, à sortir de la honte en fait, de cette peur aussi en fait du regard du collectif, du jugement, parce que on a une capacité simplement de se brancher un peu comme une radio sur certains canaux, et parfois c'est même pas du tout volontaire ou même contrôlable, mais ça arrive. Voilà. Et de plus en plus de jeunes enfants aujourd'hui, je t'avais envoyé notamment, si tu te rappelles, la référence d'un enfant aux États-Unis qui est juste incroyable, qui a l'air d'être connecté à la source tout le temps. Et ce qui nous dit n'est pas du tout appris. C'est pas quelque chose qui a été cognitivement inculqué. C'est vraiment quelque chose qui vient depuis qu'il est tout petit, de son être profond. Donc oui, et quand tu vis pendant des années en Asie, en particulier dans certaines sociétés comme à Taïwan pour moi, d'ailleurs j'avais choisi Taïwan pour ça, parce que je savais que c'était vraiment, pour moi Taïwan est le gardien des traditions anciennes chinoises et d'autres traditions encore, et qui touchent même jusqu'au chamanisme. Il y a des liens entre taoïsme, chamanisme et certains rituels de la religion populaire, etc. Et le monde invisible dans pas mal de ces sociétés asiatiques est totalement intégré au quotidien. C'est pas un tabou. Et c'est un peu le contraire du paradigme en Occident. C'est si tu n'y crois pas, tu es libre. Mais eux, ouais. Le monde invisible, lui, il te voit. Et tu vas vivre des trucs que tu le veuilles ou non. Donc, c'est justement, on en arrive aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les vidéos qu'on fait sur YouTube comme avec toi, et toute cette parole qui se libère à intégrer dans le monde occidental la spiritualité, de légitimer effectivement les capacités subtiles ou de montrer les personnes comme toi qui ont fait un parcours avec cette hypersensorialité, cette hypersensibilité, mais finalement de l'utiliser comme un outil aujourd'hui au service de plus grands, quoi. Et je trouve que c'est chouette d'être allé aussi l'explorer en Asie, et puis d'être connecté à une certaine source pour l'amener aussi dans une société occidentale, comme beaucoup l'ont fait avec le yoga ou avec la méditation. Beaucoup sont allés en Inde aussi, et je trouve qu'aujourd'hui on est vraiment enrichi par toutes les personnes comme toi qui ont fait ce chemin et qui amènent cette teinte aussi unique avec leurs origines, et puis avec le fait qu'on est aussi des occidentaux et que nous avons envie de transmettre à nos pères ce que nous avons découvert et ce qui nous aide à mieux faire la vie et à moins souffrir comme tu pouvais le ressentir quand tu étais plus jeune, quoi. Oui. Et puis ce que je voulais juste dire aussi pour compléter quand tu me demandais par rapport à ces cycles que j'avais trouvés, c'est qu'une chose qui m'a, je pense, sauvé la vie à travers mes nombreux passages de dépression chronique, etc. Quand j'étais très jeune, c'est quand même la vision de la psychologie occidentale, mais la vision holistique. Je me rappelle que l'ouvrage je dis toujours qui m'a sauvée quand j'avais 14 ans, c'était l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman et les travaux de Gardner sur les intelligences multiples. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une grande révélation. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a effectivement, après on va dire, l'effondrement des valeurs collectives en Occident, avec la révolution industrielle et toutes ces choses-là, et la perte du pouvoir de l'Église et des repères collectifs et tout ça, on a eu un vide. Ce vide, on voit, je sais que je l'ai beaucoup vu en Asie, combien les Occidentaux sont en mal de ces repères internes, de cette boussole intérieure et de ces principes spirituels, mais universels, pas forcément institutionnels, encore que de nombreux ont besoin de retrouver ce cadre aussi, malgré tout. Il y a beaucoup d'Occidentaux qui rejettent en fait les autorités, par exemple catholiques ou de leur propre référence culturelle, pour aller adopter celle d'un gourou en Orient, quoi.
ou d'un Rinpoché. C'est hyper courant. C'est assez drôle d'ailleurs. Mais ça c'est très intéressant à observer. Donc je pense on a ce besoin d'aller de remplir à nouveau notre sac après toute cet effondrement qu'on a vécu avec cette dichotomie totale entre science et spiritualité comme on l'a vécu en Occident, ce que les orientaux n'ont jamais fait. Et on va récupérer une partie de nous-mêmes en faisant ça. Mais à l'inverse, en Occident, on a quand même une tradition avec la psychologie, la psychothérapie, avec les travaux sur l'inconscient. On a quand même une base de travail, de rigueur scientifique, empirique, qui est fascinante aussi et qui nous a permis vraiment de se construire sur une base très solide et scientifique pour pouvoir comme une structure en fait qui nous permet d'aller explorer maintenant de plus en plus. On voit comment spiritualité et science se rejoignent de plus en plus et avec ces traditions ancestrales également et on voit qu'on a besoin des deux, je pense, de ces deux dimensions. Donc l'Orient est très précieux et c'est pas le seul qui est précieux pour ça, mais c'est ce que je connais de mieux, on va dire. Bah oui, voilà. C'est parfait et c'est très riche. Tu vas pouvoir nous en parler tout au long de ces épisodes et aussi d'aller parler des livres dont tu nous as mentionnés, de parler d'hypersensibilité, de parler aussi de Taïwan, de la culture autour de ça, de la spiritualité, de ces origines-là. C'est hyper intéressant. En tout cas, moi, ça me passionne et je pense que l'audience sera aussi passionnée par tout ça. Et dans le prochain épisode que nous allons enregistrer, qui sortira la semaine prochaine, nous allons parler donc de ta pratique aujourd'hui et comment tu accompagnes et qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais aussi concrètement aujourd'hui. Merci pour cet épisode. Aude, comment tu repars de ce tout premier de cette série et de cette prise de parole qui était la première finalement sous un format vidéo où c'est toi qui es mise à l'honneur? Tu sais, pour moi, je pense que je te l'ai dit, c'était vraiment un great leap forward. C'était le grand bond en avant. Non, c'est une référence chinoise en fait. C'est pas très gai, mais c'était le grand pas dans le vide vraiment. J'ai beaucoup de peine. Je suis vraiment bonne pour mettre les autres en lumière et œuvrer, on va dire, derrière les projecteurs. Quand moi je dois être en avant, c'est une autre histoire. Donc ça fait typiquement, je suis dans un de mes cycles de réintégration de moi-même en faisant ça typiquement, tu vois. C'est une manière pour moi de me réparer aussi et de me donner une place que j'ai pas pu faire jusqu'à présent. Voilà. Puisque aujourd'hui, c'est une nécessité de pouvoir parler de ce qu'on fait, de communiquer, d'avoir des supports visuels, de la vidéo. Et pour moi, c'est fondamental de faire du format long pour pouvoir vraiment, je suis anthropologue et thérapeute, j'ai besoin d'approfondir les sujets. Je ne peux pas me satisfaire des formats courts, tu vois, avec juste tip of the iceberg, ou des choses qui ne parlent pas du tout. Donc, je te remercie profondément. Ça a été tellement synchronistique. Je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui t'ont trouvé de la même manière, en fait. Donc c'est comme si c'était en chinois, tu sais, on dit yuan fun. yuan fun. C'est quand le yuan fun, c'est comme une affinité prédestinée. Voilà. Quand tu es supposé rencontrer une personne et faire un projet avec et travailler avec, on dit c'est yuan fun. C'est comme si c'était un peu déjà prédestiné d'une certaine manière. Voilà. Et c'est intéressant parce que aussi moi dans le cycle que je suis, j'ai fait d'abord mon chemin pour prendre ma place sur les réseaux, apprivoiser la technologie, la prise de parole en public, la structure, le marketing, tester plein de choses, puis en revenir effectivement aujourd'hui à pouvoir le transmettre et à mettre en lumière les personnes. Mais j'ai eu besoin de faire ce travail pour moi avant de pouvoir le transmettre à d'autres, tu vois. Et donc c'est toute une histoire de cycle. Et aujourd'hui mon métier c'est d'être au service justement des entrepreneurs comme toi qui ont besoin de visibilité sur les réseaux, mais d'une manière authentique, profonde, lente et seul YouTube peut le permettre aujourd'hui. J'adore aussi les formats courts, mais j'ai vu l'impact d'un format long qui est beaucoup plus intéressant dans la capacité d'être aussi disponible à la réception des informations que tu partages. Et puis ton univers est tellement riche que ça ne rentrerait pas dans une vidéo de 30 secondes sur Instagram. Ça, c'est sûr. Non, ça serait dur. Donc merci de tout cœur. Je suis ravie de me lancer dans cette aventure avec toi.
Eh bien, c'est génial. Elle a démarré cette aventure. On vous invite à vous abonner si c'est le premier épisode que vous regardez. Et même si c'est le 10e, 15e, on ne sait pas à quel moment vous allez regarder ça. Ça se trouve, ça sera dans des années et tant mieux aussi parce que c'est là pour durer et c'est fait pour ça. Et puis, nous attaquons le suivant et on vous souhaite en tout cas une très très belle journée, matinée, soirée, nuit. Et puis, on vous dit à très bientôt et merci encore à toi, Aude, pour ces partages. Merci à toi et bonne soirée. Ciao.